T'as quelque chose? Ouais. Oui, bonjour. Bonjour et merci et bienvenue à la première édition du Sommet virtuel du climat. Je m'appelle Amaury Parel, je travaille pour Climate Change et je suis accompagné de Virginie Luc du comité 21. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur ce premier sommet virtuel du climat. Comme vous avez pu le constater, c'est un événement 100% en ligne, composé de 31 webconférences et d'un salon virtuel avec des stands virtuels le dernier jour. C'est un événement initié et coordonné par l'APCC, coporté par l'ADEME, l'ABC, la Fédération Sinov et le CEREMA, et a pour objectif de diffuser gratuitement et le plus largement possible les expertises et les retours d'expérience réplicables et concrets. Alors, quel que soit votre niveau d'engagement et d'avancement, l'idée est que chacun puisse trouver dans cet événement des clés, des réponses et des leviers d'action, ou des solutions pour avancer encore plus sur la trajectoire de la neutralité carbone et de l'adaptation au nouveau monde qui va se présenter à nous. Donc nous remercions l'ensemble des sponsors et partenaires que vous voyez ici pour le soutien qui a permis la réalisation de tous ces événements. Et pour cette première session, Climate Change et Comité 21 ont proposé cette session sur l'adaptation à l'occasion d'une publication commune qui sortira le 28 novembre prochain et qui vise à dresser un bilan des actions d'adaptation des acteurs non étatiques, donc des entreprises, des collectivités, des ONG, un peu partout dans le monde. Cette publication compose un bilan annuel de l'action climat non étatique mondiale que nous proposons depuis 2018 et qui sera restituée entièrement le 28 novembre au Conservatoire national des arts et métiers, avec une matinée dédiée à l'adaptation et une après-midi dédiée au grand secteur d'émission. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue Virginie. Alors, pour introduire donc ce sujet sur l'adaptation au changement climatique, tout d'abord, adaptation et atténuation au changement climatique décrivent les stratégies mises en œuvre pour faire face aux impacts de ces changements du climat. Donc, ces deux stratégies sont évidemment complémentaires puisque réduire ces émissions, c'est déjà limiter les impacts futurs et limiter les besoins en adaptation, évidemment. Donc, l'adaptation promeut la mise en œuvre de nouvelles pratiques plus en accord avec les nouvelles réalités climatiques du futur. Ces deux stratégies sont complémentaires et donc nécessaires pour appréhender la complexité des enjeux liés au changement climatique et éviter ainsi des situations que l'on peut nommer de maladaptation, dans le cas où les objectifs qui serviraient l'atténuation pourraient desservir les objectifs liés à l'atténuation. Donc, par conséquent, les organisations publiques et privées développent de plus en plus de stratégies d'adaptation qui exigent une coopération accrue des acteurs d'un territoire. Donc aujourd'hui, nous aurons deux exemples. Le premier dans le secteur de l'alimentation et le second dans le secteur des transports. Un petit détail à rajouter, le support de présentation sera téléchargeable et la vidéo pourra être visionnée et un temps de questions-réponses sera accordé après chaque présentation, donc pour une quinzaine de minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Maurizio Mariani, je vous laisse introduire donc votre présentation sur les secteurs de l'alimentation et de la restauration collective. Merci Virginie et bonjour à tous. On commence par expliquer qu'est-ce que c'est la restauration collective. La restauration collective, c'est attendez, je tente les slides. Voilà. Appelé à niveau européen Social Food Service, c'est une branche industrielle qui a pour activité de servir des repas en collectivité hors du domicile privé, ce qu'on appelle la restauration hors foyer. Et dans ces demandes, contrairement à ce qui passe dans la restauration commerciale, c'est la restauration qu'on trouve dans toutes les rues des villes, les clients, la personne qui consomme les repas, ne paye pas les prix réels. Ils payent qu'en petite partie ou la moitié, à peu près, ça dépend des conventions. Puisqu'en grande partie du coût global est assuré par un employeur en institutions comme les écoles ou les hôpitaux et toutes les formes d'organisation collective. En France et en Europe, ces repas sont confectionnés soit par des entreprises privées en délégation de services publics, ce qu'on appelle la restauration collective concédée, ou contracted en anglais, soit par les institutions elles-mêmes, en régie directe ou en regroupement, sous forme de syndicats intercommunaux de restauration. Et il s'agit de restaurants collectifs autogérés, self-operated en anglais, parce qu'après, dans les slides, ils sont en anglais, comme ça,
pour mieux comprendre. Qu'est-ce que c'est la dimension du marché agroalimentaire et de la restauration hors foyer en Europe? C'est un secteur très important pour l'économie européenne et française et dans chaque pays. Avec une valeur d'à peu près 1100 milliards d'euros. Ça, c'est la dimension économique des food and beverage industry. C'est la production des produits industriels. Il n'y a pas l'agriculture dedans dans cette chiffre. Et après, on a la restauration hors foyer, que c'est à peu près 400 milliards d'euros de valeur, et que c'est un secteur si dit labor intensive, avec plus de presque 9 millions de travailleurs et des employés. Après, dans la restauration hors foyer, ça c'est restauration commerciale, la restauration traditionnelle et la restauration collective, on a la restauration collective, qui c'est une petite niche de ce marché et qui assomme à peu près à 90 milliards d'euros avec 2 millions des employés. Et là, on a après en fourchette, en partie en autogestion, autogéré, et en partie que c'est contracté avec des marchés publics. C'est un marché avec un grand potentiel de création d'emplois. Si nous, on a la possibilité de repenser, si nous repenserons l'ensemble du marché public de la restauration collective en Europe, juste pour donner un chiffre, les valeurs des achats des produits alimentaires, des ingrédients dans le secteur est au niveau de 24 milliards d'euros. Ça, je pense qu'il n'est pas très clair. C'est un tableau avec toutes les données des principaux pays européens, avec en rouge la partie de la France, où on a à peu près 14 millions de repas qui sont servis tous les jours dans la restauration collective. Ça signifie à peu près d'avoir un citoyen sur 6 au niveau européen. On estime plus de 90 millions de repas servis par jour, soit une population d'un demi-milliard d'habitants. On parle à peu près de 15-16% de la population qui est concernée par les services de restauration collective. Qu'est-ce que sont les principaux impacts environnementaux de la restauration collective? On parle pour le gaspillage alimentaire, c'est le plus facile aussi à comptabiliser. On a, ces données sont des données faites par des recherches qu'on a fait depuis 15 ans. Et on a aussi après vérifié ces données-là avec plusieurs recherches, notamment en France, faites par l'ADEME et qui a sorti un manuel contre le gaspillage alimentaire. Et on a, par exemple, par journée alimentaire dans la restauration hospitalière, 600 grammes à peu près de déchets, ça signifie 2 repas plus le petit-déj. Toujours dans le secteur hospitalier, pour la cantine des salariés, on a 360 grammes de déchets. Bien évidemment, là, c'est organique, emballage, couvert en plastique ou indifférencié. Tous les emballages, ce n'est pas que des déchets organiques, bien évidemment. Aussi, c'est la grosse partie, c'est des déchets organiques. Et dans les cantines scolaires, on estime, avec plusieurs recherches validées aussi par l'ADEME, entre 150 et 185 grammes de déchets organiques pour chaque repas servi. Et on arrive à définir qu'en Europe, après, le système de la restauration collective, c'est un système, entre guillemets, homologué, c'est presque le même dans tous les pays européens. Et on a 250 grammes de déchets pour chaque repas servi. On aime dire que c'est un système alimentaire boulimique avec des taux d'obésité qui augmentent d'année en année et on a vraiment un paradoxe. Un paradoxe parce qu'on jette beaucoup des aliments et on est sous le poids. On doit vraiment repenser notre alimentation quotidienne. Réduire de 50% le gaspillage alimentaire de votre restaurant collectif, c'est possible. Et c'est possible et on va voir à la fin avec un cas d'étude de la ville de Montpellier qu'il a déjà réussi à baisser de plus de 25% les déchets, les gaspillages alimentaires. Pour les usagers d'un restaurant collectif, le gaspillage alimentaire semble très faible. Et évidemment, pour chaque de nous qu'on mange, on ne se rend pas compte qu'on produit si tant déchets, à part à la partie qui reste dans les assiettes. Là, c'est la plus visible.
Mais derrière notre assiette, il y a la production, il y a tous les autres gaspillages pour arriver à avoir notre repas sur la table. Et c'est bien évidemment la partie écartée en cuisine, en phase de production. Et aussi, on peut imaginer, là, ce n'est pas dans ce calcul qu'on a ce qu'on appelle la food loss, c'est la perte en amont de la filière dans les champs pour manque de technologie, pour manque de systèmes de conservation des produits alimentaires. Alors ça, c'est les données uniquement qui sont analysées dans des restaurants collectifs un peu partout. Nous, on a fait des études en Italie, en France et en Espagne, et on arrive toujours les mêmes résultats. En moyenne, sous 200 jours de service à l'année, on estime sous 500 convives entre 15 et 20 tonnes de déchets, et que ça signifie aussi des chiffres très importants au niveau économique. La partie 25% d'un repas, ça signifie à peu près 27 centimes d'euros. Et bien évidemment, c'est des chiffres qui sont très, très importants. Si on multiplie, c'est facile à faire, pour 14 millions de repas qui sont servis tous les jours en France, ou pour 90 millions en Europe, on arrive à des millions et des millions d'euros par jour. Et après, bien évidemment, ce n'est pas que les ingrédients qu'on jette, c'est un gaspillage d'énergie, de travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit chercher de régler dans les années qui vont venir. Le marché de la restauration collective en France, c'est un marché de 3 milliards de repas servis chaque année avec un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros et des concessions, un marché public de 40%. C'est plus de la moitié, et ça c'est un cas presque unique en Europe, et ça c'est vraiment un gros valeur ajoutée par la France, c'est qu'il y a encore beaucoup d'autogestion, et c'est beaucoup plus simple gérer un contrat en autogestion et réduire le gaspillage en autogestion que si j'avais donné un prestataire et si j'avais un contrat de service. Ça devient beaucoup plus compliqué. On arrive tout de suite à les impacts sur le climate change, les émissions de CO2 équivalents pour un repas servi dans les cantines scolaires. Après, il peut être la même, les cantines scolaires ou des autres. C'est toujours des plats et des menus avec un plat protéique, notamment plus centré sur la base protéine animale, la base de viande. Et nous, on a fait des études, des comparatifs entre la base protéique de viande et avec différentes sources d'approvisionnement, avec un scénario d'approvisionnement des produits marché européens, la moitié nationale et la moitié européenne. On estime sur les mêmes menus à 4,63 kg de CO2 équivalente, et avec 50% des produits extra Union européenne, pour un effet qui est uniquement des logistiques, on arrive à presque 7 kg de CO2 équivalent. La logistique joue un rôle très important. Et bien évidemment, l'activation des systèmes de filières courtes, il peut nous donner vraiment un gros coup de main à réduire les émissions de CO2 liées à les services. Là, on a aussi fait une comparaison avec les données publiées par l'ADEME, et on arrive toujours à les mêmes chiffres. Et là, bien évidemment, c'est fait que sous les ingrédients, notre étude, ça a été un peu plus vaste, ça a été aussi sur la logistique, sur la consommation énergétique, mais on arrive toujours à les mêmes résultats. Un repas végétarien, ça génère un demi-kilo de CO2 équivalent, et un repas avec de la viande rouge, dans les cas c'est la beefsteak, on vous voit, c'est 5 kilos qu'est la beefsteak. Bien évidemment, on peut rajouter un autre élément très important, c'est que, bien évidemment, une alimentation, entre guillemets, durable, c'est aussi une alimentation plus saine. On a plusieurs évidences scientifiques qu'on doit vraiment baisser la consommation de viande rouge. Je ne dis pas de l'éliminer, moi je ne suis pas végétarienne et je ne suis pas tout à fait à faveur des extrémismes, mais on doit réduire la consommation de viande rouge pour les bien-être du planète et aussi de notre vie.
on peut vraiment assumer qu'un régime alimentaire durable, c'est aussi un régime alimentaire plus sain que des autres. On a des autres impacts qui sont très importants. On utilise cette publication qu'on a fait déjà maintenant, c'est presque 7 ou 8 ans, sur la pêche durable. Et c'est un exemple qu'on peut peut-être aussi mutualiser en partie sur l'agriculture. La petite échelle contre l'agriculture intensive à grande échelle. La pêche durable au niveau mondial est estimée à 37 millions de tonnes, à 30 millions de tonnes des poissons. Et on a deux secteurs. On a la large scale, la pêche industrielle, qui emploie un demi-million pour la même quantité de poissons, 30 millions de tonnes, et qui a un impact de consommation de carburant, bien évidemment pour les bateaux, de 37 millions de tonnes de carburant. Et on a la petite échelle, la small scale fish, où on a beaucoup plus, un demi-million de 12 millions, pardon, désolé, un demi-million, c'est la pêche industrielle, un 12 millions de salariés, des employés, c'est beaucoup plus important en termes d'économie du territoire et d'économie du travail, et avec une faible consommation de carburant, avec, je tiens à souligner, la même quantité de poissons pêchés. Et on a plusieurs cas d'études et plusieurs publications. On peut mutualiser la même situation dans l'agriculture industrielle intensive contre une agriculture raisonnée ou contre une agroécologie ou l'agriculture biologique à la fin. On arrive à des premières conclusions. La fourchette entre les 3 milliards de repas servis chaque année, la fourchette entre un repas à base végétarienne et un repas à base de viande rouge est vraiment très importante. C'est plus de 5 kilos, presque 6 kilos de CO2 équivalent. On peut imaginer de réduire les émissions de gaz à effet de serre à au minimum de 2 kilos de CO2 équivalent pour chaque repas servi en restauration collective. Et déjà là, on arrivera à comptabiliser 6 millions de tonnes de CO2 équivalent de réduction, qui comptabilise en total presque sur l'émission totale de la France à peu près à l'auteur de 2,5%. Bien évidemment, on peut faire beaucoup plus des 2 kilos. On peut imaginer aussi d'arriver à 3-4 sans compromettre, sans interdire l'utilisation de la viande rouge, mais peut-être utiliser moins de viande rouge, un peu plus de volaille, que c'est beaucoup moins énergivore. Et arriver à... Alors là, je pense qu'il me manque un part des slides. Je demande soutien à la régie, il manque l'étude des cas. Attendez, je vais regarder si je le trouve. Voilà. Ça, c'est les cas d'étude de la ville de Montpellier, une ville qui est beaucoup engagée sur la lutte au gaspillage alimentaire et sur des cantines durables. C'est le projet Ma Cantine Autrement. La ville de Montpellier assure une autogestion et c'est pour ça que je souligne que l'autogestion, c'est dans ce moment historique peut-être la meilleure typologie de gestion des cantines scolaires, parce qu'on doit faire face à plusieurs défis qui sont beaucoup plus contraignants et difficiles à gérer s'il y a un contrat, bien évidemment, des prestations. Et on doit tout inclure dans les contrats et ça, ce n'est pas vraiment très facile. Et notre gestion de la production et la distribution de 14 600 repas par jour dans ces 84 restaurants scolaires et de ces 42 centres de loisirs. Il a mené en 2016 un diagnostic précis de gaspillage alimentaire au sein de ces établissements de restauration scolaire, ainsi dépassé par catégorie de déchets. Et ça, c'est vraiment très important qui a fait la ville de Montpellier, qui a fait vraiment un tri de chaque component de l'assiette
pour vérifier si ça a été les plats principaux, l'accompagnement, les desserts, les fruits, les légumes, etc. Et ça, c'est très important de partir avec une base scientifique, une base bien détaillée pour vérifier les sources du gaspillage. S'il arrive avec un problème de quantité ou s'il arrive, par exemple, par un problème de goût, des produits qui ne sont pas aimés par les enfants dans le cas des cantines scolaires. L'analyse a porté sur les modes de production, des services et les conditions de prise des repas avec la participation des acteurs gestionnaires. On doit dire qu'on a aussi, nous, dans plusieurs années, dans plusieurs cas, vérifié que aussi l'environnement de la cantine, les couleurs, les personnels, c'est très important et tout participe à améliorer la gestion et à réduire le gaspillage. Il y a une partie des équipes pédagogiques. Suite à cela, identifier un plan d'action global pour son projet, Ma cantine autrement. Celui-ci est articulé sur 4 axes majeurs, que c'est une politique d'achat alimentaire durable, et ça c'est très important. Bien évidemment, on peut imaginer préférer des produits qui sont plus sains, qui sont peut-être plus locaux pour réduire les impacts de la logistique primaire. L'amélioration de la gestion de la production, ça c'est aussi un autre facteur très important, investir dans des équipements moins énergivores, l'optimisation et la modernisation de la distribution des repas, ça c'est l'environnement de la cantine, et après c'est peut-être le quatrième, mais c'est vraiment peut-être le plus important, c'est la sensibilisation de tous les acteurs à l'alimentation durable. Cette approche prend en compte toutes les étapes de la chaîne alimentaire, y compris la valorisation des biodéchets. Effectivement, les déchets organiques sont inavoidables. On ne peut pas les avoir. On peut les réduire, mais on n'arriverait jamais à zéro. C'est aussi de les bien valoriser avec des systèmes de compostage ou des valorisations et des méthanisations. C'est vraiment une démarche d'économie circulaire et qui prennent en considération vraiment du champ à l'assiette, de la fourche à la fourchette et de la fourchette à la fourche. C'est dans tous les cas, dans tous les sens. Les objectifs généraux du projet, c'est l'approche globale développée par la ville de Montpellier a pour objectif de travailler sur l'approvisionnement alimentaire de proximité et sur l'intégration des produits issus de l'agriculture biologique, réduire le gaspillage alimentaire, notamment des fruits et des légumes, que effectivement c'est la partie plus sensible, développer un professionnalisme des équipes et de l'ensemble de la chaîne alimentaire de la restauration scolaire. Et là, on arrive, on évoquera sur la dernière slide, c'est la formation, c'est la motivation, c'est des éléments que la ville de Montpellier a très bien utilisés. Et effectivement, il a aussi achevé des objectifs très importants. Et ils sont partis en 2016 avec un gaspillage moyen de 157 grammes par jour, par enfant, par repas. Et aujourd'hui, en 2009, sont arrivés à 115 et l'objectif de l'année prochaine, c'est 100 grammes. Et c'est une réduction importante pour plusieurs raisons. On a estimé les marchés de la restauration collective, mais comme on a dit au début, ça concerne beaucoup de citoyennes français ou européennes. Et si on peut adapter et si on peut sensibiliser les acteurs, les jeunes, les futures générations à manger mieux, à manger plus sain, à manger un peu plus local, bien évidemment, si on peut projeter les mêmes impacts positifs de réduction des gaspillages et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sous les foyers domestiques, ben les chiffres, on dépasse sans problème les 10% de l'émission totale qu'on a en France. Et ça, c'est très important. Et je dois dire vraiment remercier la ville de Montpellier. Après, il y a des autres villes en France aussi qui sont bien actives. Je dois dire que la France, c'est un cas à niveau européen. C'est vraiment. L'Italie, il est parti depuis plusieurs années, mais avec une approche moins systémique. Et à la fin, on n'a pas de gros résultats en Italie. En France, je dois dire qu'il y a plusieurs villes, des dizaines et dizaines de villes qui sont déjà engagées dans un processus vraiment des changements culturels. Et Ma cantine autrement, c'est vraiment un exemple à suivre. Bien évidemment, il y a été pas mal de difficultés pour lancer, pour faire bouger les choses sur un projet si important.
Mais je pense que la motivation, la formation des équipes, de toutes les personnes de la filière, des personnes qui travaillent dans la cantine, mais des acheteurs publics qui travaillent dans le bureau et qui passent les commandes tous les jours à les fournisseurs, la relation avec les fournisseurs crée vraiment un système win-win, gagnant-gagnant, avec la ville comme pôle central de l'alimentation quotidienne des citoyennes. Et on peut partir des cantines scolaires pour, comme a fait la ville de Montpellier, booster et faire pousser des politiques alimentaires qui après auront un impact beaucoup plus important en termes de dimensions économiques et de réduction des gaz à effet de serre qui, si on regarde la petite cantine scolaire ou en cantine dans l'hôpital. Ça, c'est vraiment dû à l'adhésion de toutes les parties prenantes. Ça, c'est vraiment très, très important. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mariani, pour cette présentation sur les cantines scolaires. C'est un exemple qui nous permet vraiment bien de voir l'implication des problématiques d'adaptation, d'atténuation, et également celle de l'usage des ressources naturelles, mais également de santé, d'économie locale. Pour juste redresser un petit résumé, on retient que l'autogestion des restaurants collectifs est une base qui permet quand même plus facilement la réduction des déchets alimentaires, que la réduction des déchets est également une importante source d'économie pour les commerces locaux et également les restaurants collectifs. La logistique est un facteur important d'émissions dans la restauration et pour chaque plat, d'où l'importance des circuits courts. Qu'enfin, on a bien insisté sur qu'à l'échelle même de l'assiette, le bilan carbone reste beaucoup plus important pour un repas carné et qu'il est important de prendre ça en compte, autant pour la santé que pour l'impact sur. Et le cas d'étude comme Montpellier montre aussi également à quel point c'est important aujourd'hui, dès aujourd'hui, de mettre en place des mécanismes pour réduire ces gaspillages, ne serait-ce que dans un scénario de baisse des rendements un peu généralisé, qui pourrait aussi également augmenter le prix et des plats. Je vais laisser maintenant Virginie peut-être proposer les questions des participants. Voilà, alors les participants nous ont émis plusieurs questions. Donc là, j'ai 4 questions pour l'instant. Une première question sur la méthanisation. Peut-être nous détailler ce processus et est-ce qu'il est utilisé notamment pour le cas de Montpellier, par exemple. Une deuxième question sur la réflexion en termes de système. J'imagine donc en termes de système sur un territoire, donc comment est-ce que toutes ces démarches sont organisées. Une question sur les acteurs de la restauration type Sodexo. Est-ce que ces acteurs-là sont sensibles à ces démarches d'alimentation responsable? Alors voilà, peut-être que vous pouvez nous apporter un éclairage sur ces questions-là. Bien sûr. Sur la partie, sur le cas d'étude de Montpellier, j'avais pas vraiment la certitude, mais oui, je pense qu'il a utilisé au début un cabinet d'experts, parce que bien évidemment, c'est difficile de trouver des compétences aujourd'hui dans chaque ville, des compétences techniques. On a en France un très bel soutien de partie de l'ADEME, et ça a été un projet en partie cofinancé par l'ADEME et il a été des professionnels qui sont intervenus dedans. Mais ça, c'est la partie, je veux dire, les kick-off, la partie pour démarrer. Après, ça ne sert à rien d'avoir 1000 professionnels. C'est vraiment la motivation des personnes et l'engagement politique aussi des élus et bien évidemment du staff qui travaille. Et sur ça, je dois dire, Montpellier, il a super bien travaillé. Et bon, c'est une ville comme des autres villes françaises qui a adhéré à l'EPAC de Milan, après l'Expo universelle sur l'alimentation de Milan en 2015. C'est une ville très engagée sur l'économie circulaire. Arrivant à les entreprises comme Sodexo ou Elior, bien sûr, les problèmes, c'est pas, quand je dis que c'est plus facile de gérer ces projets-là dans les cas d'autogestion, c'est pour une question de rapidité et de vitesse. Le problème, c'est qu'avec un prestataire, on a un contrat, il y a un marché public et on doit prévoir toute cette activité dans les marchés publics bien avant. Et si on a un contrat qui est déjà signé et qui a été déjà jugé par un marché public, en délégation des marchés publics, qui est long sur les prochains 4 ou 5 ans,
c'est pas facile et c'est pas si facile à faire et changer les clauses contractuelles. On les doit prévoir au début du contrat. Mais bien évidemment, les entreprises, Sodexo, Compass, Elior, ils sont partie prenante, ils sont très actives et proactives aussi. Hein. On nous parlait, quelqu'un posait la question de la ressource en eau et de l'impact justement sur cette ressource, notamment dans le secteur de l'alimentation qui est une ressource majeure. Comment est-ce La gestion d'eau, il que cette sort un problématique est peu du prise en compte calcul typique d'analyse cycle de dans cette vie et des démarche? bilans carbone. Mais bien évidemment, on sait très bien que, par exemple, pour la production de viande rouge, on a une consommation d'eau énorme. Il n'y a pas trop des études sur ça. Hein. Je dois dire qu'on a tout travaillé sur l'aspect plus énergétique, consommation d'énergie et création de déchets, qui est plus sur la partie de l'eau. Bien évidemment, c'est un argument très important qui va la peine d'être approfondi dans les années qui viennent. Il y avait une autre question concernant l'implication des acteurs locaux par exemple, dans le cas d'études de Montpellier, il me semble, et de savoir si des associations de terrain avaient été impliquées dans le Oui. processus Oui, Montpellier, comme de réduction plusieurs autres villes du gaspillage françaises, alimentaire. il est parti vers une démarche d'économie locale. Et la restauration collective, c'est aussi un gros levier pour donner accès au marché à des petits producteurs. À Montpellier, je sais qu'il a fait un contrat vraiment assez fort, bien basé sur des produits bio avec pardon, il ne me vient pas les noms en français, la production du pain et aussi avec les autres petits producteurs. Bien évidemment, après, voilà, Montpellier, c'est un cas 14 500 repas par jour, c'est en taille moyenne. Imaginez qu'il y a des villes au monde qui produisent 1 million de repas par jour, comme la ville de New York ou la ville de Paris, qui dépasse les 100 000, c'est à peu près 150 000 repas par jour. Bien évidemment, l'approche plus, pour mon expérience, plus intelligente, c'est de diviser la ville en petits lots dans les quartiers et créer, par exemple, des cuisines de quartier qui sont bien capables de gérer les 10 000, 15 000 repas et qui sont encore en production, entre guillemets, artisanale. Aussi, ces 15 000 repas, c'est presque une industrie. Pour ma vision des choses, la meilleure cuisine centrale, c'est une cuisine centrale au maximum avec 5 000 repas par jour. C'est vrai que c'est contraire à certaines économies d'échelle, mais on doit aussi prendre en considération le travail de l'homme et les impacts et pas que l'aspect économique. Alors, pour Montpellier, si vous connaissez des noms d'associations qui sont dans ce projet. Et donc une question qui a trait au même sujet. Est-ce que les repas servis à Montpellier sont bio et donc est-ce qu'il y a eu une utilisation de produits phytosanitaires dans cette Montpellier, démarche à je ne Montpellier? sais pas exactement le pourcentage de produits bio aujourd'hui dans les menus entiers, mais c'est une ville très engagée pour arriver, je pense que c'est de tout l'objectif d'arriver à 100% des produits bio. Ce n'est pas facile parce que certaines fois, il y a un manque de production. Et en tous les cas, si vous voulez, qu'est-ce que je peux faire? C'est de vous mettre en contact avec le responsable de la ville de Montpellier qui peut répondre de façon plus précise. Nous, on a fait des études comparatives et on a la copie du projet qui a été lancé en 2016 et qu'il est toujours suivi aussi par l'ADEME. Il y a une fiche sur le projet sur le site de l'ADEME. Si vous tapez Google ADEME, projet Ma cantine autrement, vous le pouvez trouver. Et c'est mis au jour à des années en années avec tous les résultats qui sont obtenus.
C'était aussi la question d'une autre intervenante qui se demandait effectivement si peut-être tous les plats ne sont pas bio. En tout cas, y a-t-il un effort de fait sur l'utilisation des produits Ouais. phytosanitaires avec les producteurs locaux Oui, et oui, bah, parce que c'est c'est absolument aussi l'objectif dans d'un ce plan national sens-là. Cette fois, en je répète, France hein, de réduire je parle pas pour la ville l'utilisation. de Montpellier, parce que je n'avais pas les données si précises, mais en sens général, cette fois, c'est pas facile d'avoir les quantités et les flux constants des produits bio ou d'agriculture raisonnée. Hein. C'est pas nécessaire qu'ils soient bio, certifiés, entre guillemets. Et, mais bien évidemment, ça, c'est l'objectif. On assiste en France à une croissance du marché bio et c'est énorme. Dans les derniers 3 ans, il a presque doublé sa dimension économique. Il est passé de 2,5 milliards d'euros à plus de 5 milliards. On va vers les 7-8 milliards. Et il y a été aussi des récentes publications des surveys marketing faits par l'agence Nielsen qui démontrent comment les régimes flexitariens, c'est aujourd'hui les régimes majoritaires en France. Il y a une grosse prise de conscience des citoyennes grâce à tous ces projets de sensibilisation qui sont actifs dans plusieurs villes et aussi au niveau national avec l'ADEME, le ministère de l'Agriculture et toute la société civile qu'il y a derrière. Bien évidemment, il y a tout un mouvement des sociétés civiles, des associations au niveau local qui travaillent beaucoup sur la sensibilisation des acteurs politiques, des décideurs publics. Aussi, les grandes surfaces aujourd'hui sont bien positionnées sur les marchés bio. Hein. On trouve des dizaines de mètres des produits dans les supermarchés. C'est un marché qui monte tous les jours. Alors, on a une dernière question. Alors, deux dernières questions. Est-ce que dans ce projet à Montpellier, il y a une dimension solidaire, donc par exemple de mise à disposition de repas pour les personnes les plus démunies? Pardon. Et je pense que oui, mais je n'avais pas la certitude. C'est la loi du Mont Samaritain et après avec le Restaurant du Cœur, plusieurs villes adoptent ce système pour la partie, spécialement pour les fruits et légumes qui sont pas touchés par les enfants qui restent et que c'est facile de les réutiliser à scope bien évidemment éthique et, et, et solidaire. Mais je n'avais pas des détails si précis sur les cas d'études. Alors, on va prendre une dernière question avant de passer à la présentation suivante. Donc, quelqu'un nous posait une question au niveau des coûts et des prix des repas. Est-ce que la lutte contre le gaspillage a-t-elle permis de réduire le Oui, bien coût ou évidemment, ça, il y a d'améliorer plusieurs cas la d'études au qualité des niveau repas, notamment afin européen. qu'ils Si soient on plus bio? gaspille moins, si on arrive à avoir à des quantités qui sont inférieures, parce que si on gaspille, à un moment donné, il y a deux problèmes. C'est un problème qualitatif ou c'est un problème de quantité. Et plusieurs fois, on arrive à aussi mettre en question les quantités excessives des aliments qu'on va administrer à les enfants. Avec une petite réduction des quantités en termes de 10 à 15%, on a plus d'argent pour acheter mieux et pour acheter des produits bio qui sont notamment un peu plus chers que des produits conventionnels. Et je reviens juste sur la question des ressources en eau. C'est effectivement une dimension qu'on a fait ressortir dans le bilan qu'on vous proposera le 28 novembre, puisqu'il synthétise les littératures existantes, scientifiques, grises ou autres. Et nous avons essayé de faire ressortir aussi les nombreux conflits d'usage qui se multiplient dans le système alimentaire, parce que cela permet aussi d'avoir une plus grande masse de produits qui voyagent dans l'assiette. Voilà, donc c'est quand même une problématique qu'on a essayé de traiter, peut-être un petit peu moins dans ce cadre du cas de Montpellier, mais ouais. Alors, une toute dernière avoir la précision de cette question-là. Est-ce que la restauration collective a des impacts en milieu rural en Afrique?
Alors, c'est un cas très spécifique, mais est-ce que vous avez des informations Oui, à en apporter partie, sur parce qu'on ça? on a quelques produits qui arrivent de l'Afrique, bien évidemment, et on peut imaginer d'avoir des filières dédiées qui de l'Afrique arrivent directement dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, on n'a pas l'évidence. En Afrique, à exception de la partie nord, de la partie méditerranéenne, ou en Tunisie, en Algérie, il existe la restauration collective. Dans les autres pays, on n'a pas de traces, on n'a pas de données. Sinon qu'il y ait des petits systèmes qui commencent à bouger, par exemple aussi en Tunisie, au Maroc, mais les systèmes scolaires et les systèmes de cantines, c'est totalement différent. On a en France, il y a une association, on collabore à certaines fois, ça s'appelle Restauration sans frontières, qui finance l'ouverture des cantines scolaires en Afrique et qui sont beaucoup engagés, mais c'est vraiment, on est vraiment tout au début. Et il n'existe pas vraiment des filières. Nous, par exemple, moi, j'avais fait une expérience en Italie avec Ghana Coop, avec une coopérative de Ghanais qui emportait des ananas du Ghana et les coupait, les mettait en stick pour les distribuer dans les écoles. C'est des petits cas. Il n'y a pas de grosses. Je dois dire que si on doit évaluer des impacts concrets sur l'Afrique, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment très, 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 très peu. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer à la présentation suivante donc d'SNCF Réseau. Virginie Bordage-Gressier et Pascal Villecoq nous feront une présentation donc des initiatives d'SNCF Réseau pour l'adaptation au changement climatique. Virginie, est-ce que vous nous entendez? Je suis tirée après. Peut-être refuse ça là. Quitter ce clic-là. Refuser. Là, ici. Non, ouais. Non, ça va l'enlever. On vous demande d'être patient une petite minute, le temps que nous puissions connecter SNCF Réseau pour nous parler de la résilience. La résilience du réseau ferré en Île-de-France. C'est bon? Normalement, oui. Alors, ça devrait se connecter d'ici quelques instants. Alors, Virginie, je vais peut-être présenter Madame Bordage-Gressier. C'est la responsable du Centre de compétences en développement durable, le CCCD, de la direction de la modernisation et du développement et la direction générale Île-de-France de SNCF Réseau. Et Madame Virginie Bordage-Gressier devrait être accompagnée de Stéphane Chapiron, de Pascal Villecoq, pardon. Je n'ai pas... Ok. Ça ne marche pas? Non. Bon. Non, pas tout le monde. Ça marchait tout à l'heure. Bon, nous sommes encore dans les temps puisque nous sommes à mi-chemin de la conférence, donc nous avons encore 45 minutes pour faire marcher la présentation et des stratégies d'adaptation du réseau Île-de-France. Ça y est. Oui, allô? Vous nous entendez? Bonjour?
Bonjour. Non, on est dessus. Ouais, allô, allô. Est-ce qu'on nous voit? Ouais, là, c'est bon. Ouais, ouais. Est-ce que vous nous entendez? Oui, ça y est. tout à fait, on vous entend, Ah, ça y est. super, Très bien. Ah, Voilà. voilà, super. allez-y. Désolé pour ce petit. Ouais, désolée, je pense que c'est les enceintes que j'avais essayé de mettre qui bloquaient. On a remis le. Donc le son ne sera peut-être pas très bon puisqu'on est seulement avec un ordinateur. Super, nous vous écoutons. D'accord, très bien. On commence par Monsieur Wilcock ou par moi? Alors, c'était votre présentation, si vous le souhaitez. D'accord. Est-ce que vous. Je vais l'afficher. Je veux bien l'afficher. Ok, super. Bonjour à tous. Donc, oui, alors je suis Virginie Bordage-Gressier, je suis responsable du Centre de compétences en développement durable de la Direction générale Île-de-France de SNCF Réseau. Et je vais vous présenter donc un diaporama sur la résilience du réseau ferré en Île-de-France, je précise bien en Île-de-France, face au changement climatique. Alors, je devais être accompagnée, enfin plus ou moins, Stéphane Chapuis, la modernisation et du développement devait faire cette présentation, mais pour un empêchement, suite à un empêchement, pardon, il m'a demandé de le remplacer. Alors, est-ce que c'est moi qui tourne les slides ou voilà. Ah, pardon. Voilà. Donc la première diapositive que je vous projette, c'était pour vous montrer. Là, c'est reparti en arrière. Un peu l'arrière, pas sur la liste. Est-ce qu'on peut remettre la première diapo, s'il vous plaît? Voilà. Ouais. Alors, cette première diapositive, c'était juste pour vous montrer, vous donner une idée d'un constat de la tempête Klaus en 2009. Donc, comme vous pouvez le voir, 1500 km de lignes fermées au trafic le 24 janvier, avec des photos assez parlantes. Les conséquences sur notre réseau, un engagement du gabarit par des arbres et branchages, un défaut d'alimentation, des ruptures de caténaires, des passages à niveau non alimentés, bien sûr, des impacts sur nos ouvrages en terre. Donc, voilà, une grosse tempête peut avoir vraiment, comme vous pouvez le voir, des conséquences assez importantes. Voilà. Donc, au niveau de pardon, j'ai un petit problème de déroulage des. Ouais, c'est bon. Donc, au niveau des abords des voies. Alors, le constat aujourd'hui et les perspectives pour demain sont bien sûr une multiplication des événements climatiques intenses tels des sécheresses, des incendies, des intempéries, des chutes d'arbres, chutes de feuilles et autres. Et face aux contraintes notamment réglementaires que nous avons, comme la limite des produits phytosanitaires, demain, effectivement, comme vous le savez, l'interdiction du glyphosate, et dans un souci par ailleurs de préservation de la biodiversité et de bonne entente avec nos riverains, nous avons un juste milieu à trouver, c'est-à-dire un équilibre à trouver de manière à garantir à la fois la performance du réseau tout en préservant les fonctionnalités naturelles des milieux. Alors, comment faire face au développement de la végétation sur nos voies? Donc, nous essayons de déployer donc des solutions, des réponses. Alors, à chaque fois, au niveau de ma présentation, vous verrez les enjeux, les impacts d'un côté et de l'autre côté, les réponses que nous apportons. Donc, au niveau de ces réponses, nous mettons en œuvre des stratégies patrimoniales de traitement combiné mécanique, chimique. Pour assurer la sécurité de l'exploitation, nous devons réduire l'enfrichement excessif pour des raisons de sécurité, comme pour, par exemple, il en va de la stabilité de nos talus, de la plateforme, des branches, comme vous voyez sur la photo du bas, des branches sur les caténaires. Mais on essaie de maintenir quand même une végétation sélectionnée, prairiale et arbustive.
On développe ainsi ce qu'on appelle, nous, l'ensemencement choisi, c'est-à-dire qu'on choisit des espèces végétales moins inflammables, nécessitant moins d'entretien récurrent. On met également sur nos pistes du géotextile. On le fait de manière systématique à proximité des captages et nous avons une volonté de l'étendre au niveau de tous les renouvellements de voies ballastées. On met en œuvre, bien sûr, quand nous le pouvons, une maîtrise de la végétation thermique. Et enfin, nous avons de l'éco-pâturage que nous mettons en place sur nos talus. Alors, bien sûr, on travaille avec la recherche et l'innovation à des alternatives à l'utilisation des produits phyto et notamment les produits biocontrôle. Et puis aussi, on expérimente actuellement des robots tondeurs autonomes et interconnectés. Alors, à chaque fois sous ma présentation en dessous, je vous mets quelques exemples concrets par rapport à ce que je viens de vous énoncer. En ce qui concerne la voie, le rail, les traverses, les appareils de voie, le ballast, la caténaire, de nouveau, on part du constat du changement climatique avec une hausse de l'ensoleillement, des températures maximales de l'air, la sécheresse des sols, une intensification des épisodes pluvieux, l'évolution de la faune et de la flore. Donc tout ça provoque des conséquences donc indirectes sur la voie, sur la plateforme et ses abords. Donc l'enjeu de notre côté, c'est de maintenir forcément donc les fonctions de la voie dans ces plages de température augmentée, c'est-à-dire que on doit vérifier et garantir la tenue mécanique et géométrique de la voie. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis la canicule 2003, nous avons déployé un plan d'action national avec des marges de sécurité augmentées pour la conception. Le niveau de sécurité actuel de la voie est bien maintenu vis-à-vis notamment donc, des échauffements, car les voies sont bien dimensionnées pour englober de telles variations. Je prendrai un exemple, le rail, qu'on appelle le long rail soudé, est conçu pour fonctionner dans des plages de température comprises entre -20 et 60 degrés. Donc, effectivement, en pleine canicule, on arrive vite à 60 degrés. Donc, comme je vous l'ai mis dessous en photo, en Italie, en Allemagne et en Suisse, la peinture blanche enfin, les rails sont peints en blanc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore testé en France. Et en fait, c'est tout simplement, on augmenterait ainsi l'effet albédo, car le rail aurait un réfléchissement du rayonnement solaire plus grand. Donc le rail absorberait moins les rayons du soleil, ce qui amplifierait son refroidissement, c'est l'effet albédo. Et donc, du coup, on arriverait environ, c'est ce que nous disent nos homologues européens, à diminuer, à baisser à peu près de 5 degrés la température du rail. Alors, l'autre photo que je vous mets au-dessus, c'est une déformation d'un rail dans le sud, en Île-de-France, hein, au sud de Corbeil, qui avait rendu la circulation des trains de la ligne D du RER impossible pendant 3 semaines en août 2003. Et en ce qui concerne les caténaires, il faut sachez qu'au niveau des caténaires, la température, on va dire, la plage de température dans laquelle elle fonctionne, on va dire, correctement, est comprise entre -20 et 50 degrés. Alors, en ce qui concerne les ouvrages d'art, les hausses de température moyennes et extrêmes exercent forcément donc une contrainte dynamique reportée sur nos ouvrages. L'ampleur du vent aussi et les précipitations engendrent un risque fort sur le patrimoine, pouvant conduire à la ruine d'ouvrages. Vous avez un exemple sur la photo du bas. L'impact
étant bien sûr plus ou moins fort sous les ouvrages d'art dits du patrimoine existant, le patrimoine historique, parce que tout simplement au niveau des nouvelles lignes, au niveau des LGV, qui sont maintenant pas si nouvelles que ça, mais tout ce qui est ligne nouvelle, train, TGV, pardon, elles bénéficient de nouveaux principes de conception qui sont systématiquement déterminés par des experts hydrauliques. On a des nouveaux critères également pour les ouvertures, pour les passages des eaux, avec une prise en compte des plus hautes eaux pour les ouvrages nouveaux ou les renouvellements. Prise en compte également dans les actions de surveillance ou de maintenance, de préconisation de renforcement en fonction des situations locales, naturellement. Je vous ai mis 2 exemples, des murs de protection anti-vent. Donc ça, ce n'est pas un exemple en Île-de-France, c'est un exemple sur la LGV Med. Et le renforcement des tunnels RER, du RER-C l'été, ce sont les travaux Castor, pardon, avec la technique de Jane Grunting, qui est une technique, on va dire, de renforcement du sol et de traitement de l'étanchéité par une injection de coulis de ciment sous haute pression. Voilà, schématiquement, pour vous résumer ce que c'est. Alors, au niveau des ouvrages en terre et des ouvrages hydrauliques, le changement climatique nous pousse à mieux prendre en compte les risques météorologiques courants et extrêmes dans nos expertises et travaux de rénovation et de réparation de ces ouvrages. On a de ce fait une meilleure connaissance et gestion des risques météorologiques courants donc et extrêmes, avec une meilleure anticipation en gestion de crise. La méthode d'évaluation de la vulnérabilité a évolué également, avec la mise en place de dispositifs d'évacuation de l'eau, notamment des drainages sous plateforme, ou de protection vis-à-vis des inondations lorsque c'est possible, naturellement. On a une amélioration également de la connaissance de notre patrimoine grâce à un recensement de l'ensemble des drainages. On a une intégration dans les référentiels d'une démarche type analyse de risque, intégrant donc les enjeux de chaque site et une analyse des risques dits extrêmes. En ce qui concerne donc toujours ces ouvrages d'art hydraulique, ils sont dimensionnés au niveau des nouvelles lignes et au niveau des TGV pour des crues centenales ou pour une crue historique supérieure connue. Les règles de conception des ouvrages neufs permettent d'anticiper une partie des phénomènes extrêmes, notamment pluvieux, submersion, inondation. Je vous donne un exemple. Pour ces lignes nouvelles, systématiquement, on a une évaluation environnementale à réaliser et un chapitre doit être renseigné qui est le chapitre incidence du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique. Donc, ce chapitre est systématiquement mentionné, y compris lorsque, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, notamment, nous avons un dossier loi sur l'eau où également un chapitre de ce type doit être renseigné. Alors, au niveau des réponses que nous apportons, nous avons aussi la transparence des remblais qui est étudiée pour limiter les impacts des crues dans les zones sensibles. On a un choix aussi au niveau des matériaux de remblai qui sont donc choisis pour limiter les risques de désordre sur nos ouvrages. En revanche, il est plus difficile, on va dire, d'imaginer des solutions sur une infrastructure existante, même en cas de rénovation ou de reconstruction. Enfin, on peut dire force est de constater aujourd'hui on a une certaine vulnérabilité du réseau existant aux épisodes pluvieux exceptionnels. On a des conceptions effectivement anciennes, avec une très grande partie des drainages et assainissements du réseau existant qui ont été historiquement dimensionnés à la crue décennale et non pas la crue centenale comme c'est le cas aujourd'hui sur les nouvelles lignes. Alors, bien évidemment, des mises en conformité sont en cours sur le réseau existant. Des adaptations de l'infrastructure sont menées, de la maintenance courante, la gestion des incidents, une surveillance renforcée des ouvrages en terre, des ouvrages de drainage avec des systèmes de télésurveillance, de télémesure et bien sûr des renforcements d'ouvrages.
En exemple, tout à fait en bas, je vous ai mis la gare de Créteil-Pompadour. Et là, bientôt, normalement au premier trimestre 2020, si je ne me trompe pas, des quais, un projet de quai sur pilotis va être réalisé, justement pour permettre cette transparence des ouvrages. Et je parle également d'une technique qui s'appelle donc les quais alvéolés, qui a été mise en place sur la gare des Ardoines, où vous pouvez trouver sur YouTube une vidéo sur le sujet, en tapant quai alvéolé gare des Ardoines, avec, je crois que le nom de l'entreprise qui nous a accompagnés, c'est Nidalplas. Et voilà, vous trouverez cette vidéo sur YouTube qui vous expliquera comment ça fonctionne. C'est très intéressant. Donc, justement, sur ces quais alvéolés, c'est ce qu'on appelle, nous, au sein de mon centre de compétences en développement durable, l'accompagnement que nous pouvons mener auprès des équipes projets vers vers des projets éco-conçus. Donc, on essaie justement de développer de plus en plus l'éco-conception très en amont de nos projets, justement pour essayer de remédier et de permettre une résilience de notre réseau face au changement climatique. Je vous remercie. Je passe la parole à Pascal Villecoq. Hop. Bonjour à tous. Donc Pascal Villecoq, je suis directeur délégué matériel donc pour la SNCF au sein de Mobilité et en charge des sujets de train ou de matériel en Île-de-France. Donc je vais vous expliquer la démarche que l'on a eue dans le cadre d'un travail qu'on a mené avec le cabinet Carbone 4, qui est présidé par Jean-Marc Jancovici, qui nous a aidés dans notre approche, ainsi que SNCF Réseau en Île-de-France, pour étudier les risques ou les conséquences du changement climatique dans une exploitation en mass transit en Île-de-France. Donc le préalable que nous avons eu, c'était de nous positionner comme ayant à subir l'évolution du climat, qui est quelque chose dont on ne débat plus, mais de savoir quelle sera l'ampleur de ce changement climatique pour en analyser les conséquences et s'y préparer. On vit déjà certains phénomènes climatiques extrêmes qui ont des conséquences très importantes pour nos voyageurs et pour l'exploitation en zone dense. Donc demain, on sait que cette fréquence ou la fréquence de ces événements va augmenter ainsi que leur intensité. Donc il faut que nous y préparions. Il y a eu quelques exemples assez révélateurs côté réseau et on subit côté mobilité, c'est-à-dire qu'exploitants ferroviaires, les mêmes difficultés ou les mêmes événements qui ont des conséquences aussi sur nos trains. Donc dans ce cadre-là, nous avons eu deux approches en travaillant avec le cabinet Carbone 4. C'est en premier lieu identifier les matériels qui seront encore en circulation en 2030 en Île-de-France. Et en second lieu, c'est de regarder comment sont pris en charge les cahiers des charges des futurs matériels qui vont circuler en Île-de-France, sachant qu'un matériel est dimensionné pour entre 30 et 40 ans. Donc, quelles sont les spécifications dans nos nouveaux matériels et en quoi ils intègrent déjà dans leur conception l'évolution du climat et comment ils y répondront au mieux. Donc, le premier point qu'on a eu, c'est sur les matériels en circulation en 2030. Donc, on a identifié deux parcs principaux, hein, ce que l'on appelle des Z2N. Alors, pour ceux qui voyagent en Île-de-France, ce sont des rames qu'on trouve sur les lignes D, les lignes C, P et U. Ce sont des rames de niveau électrique. Et les rames NAT, qui sont les nouvelles automotrices transiliennes, c'est celles qu'on découvre ou qu'on emprunte sur les lignes H et K au nord de Paris, sur la ligne P, ou c'est la ligne de Paris-Saint-Lazare, qui sont des rames BOA toutes colorées et dans lesquelles on peut circuler du début à la fin de la rame. Donc c'est les deux rames qui resteront, qui sont réceptionnées depuis maintenant une dizaine d'années et qui seront encore en circulation en 2030. Donc ce que l'on a fait pour ces rames-là, c'était d'identifier les principaux phénomènes qui vont s'intensifier, issus de l'étude Carbone 4, de mesurer aujourd'hui l'augmentation des phénomènes techniques ayant eu lieu lors de ces journées-là. Donc on a la particularité sur ces matériels de pouvoir faire du REX,
du nombre des événements techniques, donc d'incidents qu'on a vécu dans les cas de température élevée, de forte chaleur, dans les cas où un écart journalier de température a été important, ou lors des journées où il y a eu une forte humidité. Donc, on a mesuré les événements techniques ayant eu lieu ces jours-là. Donc, ça, c'est issu du REX et de ce qu'on a vécu. Et on a regardé, sachant que l'étude Carbone 4 nous donnait une évolution de ces journées-là et de l'intensité de ces phénomènes, de regarder quelles seraient donc les fonctions les plus concernées par ces événements techniques et comment on pouvait apporter soit une réponse en termes de modification du matériel ou en termes de règles de maintenance pour être plus vigilant sur ces fonctions-là. Donc, c'est ce que l'on a fait ensuite. Donc, on a bien sûr identifié que les clims, mais pas seulement, étaient mises plus à l'épreuve lors des fortes chaleurs. Et il y avait bien évidemment aussi d'autres paramètres. Donc, c'est l'approche qu'on a eue pour les anciens matériels et on verra quelques exemples ensuite. Pour les nouveaux matériels, on a identifié les principaux phénomènes de la même manière qui vont s'intensifier et on a regardé comment dans le cahier des charges des trains, ces phénomènes étaient intégrés et le cahier des charges répondait à ces événements. À noter dans notre lien que l'on a avec les industriels ou les constructeurs, hein, nous sommes maîtrise d'ouvrage pour l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité. Nous élaborons des cahiers des charges qui font référence à des normes et les industriels répondent ensuite à ces normes quand elles conçoivent un matériel. Donc, on s'est rendu compte que pour nos futurs matériels, RER-NG, MING et Z2LNG, qui sont les futurs trains qui circuleront en Île-de-France à partir de 2021, 2025 et 2030, que les normes avaient aussi besoin d'évoluer si on voulait que les industriels puissent intégrer dans leur conception des matériels ces changements climatiques. Aujourd'hui, on n'est pas totalement en phase et les normes, enfin on s'aperçoit en tout cas que les normes peuvent évoluer moins vite que les changements climatiques. C'est une des difficultés pour nous. Un nouveau matériel se conçoit, avant la sortie d'une première rame d'un nouveau matériel, il faut une dizaine d'années entre le moment où on prend la décision et le moment où le matériel est mis en circulation. Or, dans ces 10 ans, les normes peuvent avoir évolué, les changements climatiques peuvent aussi être apparus d'une manière différente. Or, le matériel, lui, il est en conception, il est toujours difficile de le concevoir différemment en intégrant toutes ces normes. Le bilan qu'on peut en faire, alors sur les nouveaux matériels, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les normes définissaient des paramètres maximaux de fonctionnement dans les cahiers des charges qui devaient prendre en compte ces normes. Aujourd'hui, ce que l'on a, c'est que aussi bien pour les évolutions de température max, les scénarios à plus 3 ou plus 4 degrés, que aussi bien pour les deltas de température journaliers, qui peuvent être au-delà de 10 degrés, ou que les périodes d'humidité, les cahiers des charges intégraient dans la conception des matériels ces contraintes. Au-delà des scénarios envisagés, en revanche, ce qu'il y aura dans les nouveaux matériels, ou au moins ceux qui sont déjà en cours de conception, RER-NG et MING, ce sont les marges que l'on avait avant qui vont être réduites. C'est-à-dire que les plages de fonctionnement permettent de faire face au changement climatique. En revanche, on va déjà consommer des marges par rapport à ce que l'on envisage comme évolution du climat dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Sur les anciens matériels, on a lancé un certain nombre d'études techniques pour soit modifier le matériel et rendre certains organes plus résilients aux augmentations de température ou à l'humidité. C'est le cas d'un certain nombre de fonctions de sécurité où on s'est rendu compte, en corrélant les événements et les journées où il y avait par exemple de l'humidité ou des fortes températures, on s'est rendu compte que les organes de sécurité étaient plus sensibles à l'humidité ou aux fortes températures, et on est en train de regarder avec certains industriels comment les rendre plus résilients. Pour d'autres, on étudie avec notre ingénierie de maintenance comment dans la trame de maintenance, c'est-à-dire que c'est les opérations qu'on fait de manière régulière, comme quand on emmène sa voiture au garage, on fait pareil pour les trains, comment donc dans la trame de surveillance de ces organes, on va augmenter la surveillance des organes qui poseront souci avec l'augmentation de la température, avec l'augmentation de l'humidité ou avec l'augmentation des deltas de température dans la journée.
Donc, c'est des études qu'on mène avec l'ingénierie. De ce point de vue-là, l'étude que l'on a fait avec le cabinet Carbone 4 a pu soit conforter des pistes que l'on avait et des travaux que l'on était en train de mener, ou a pu nous alerter sur un certain nombre d'autres événements que l'on n'avait pas encore pris en compte dans nos travaux à horizon 10 ou 20 ans et sur lesquels on va pouvoir consacrer un peu d'énergie et un peu d'argent dans les années qui viennent. Donc, pour nous, ces changements climatiques, ils sont importants et il est essentiel de s'y préparer parce que sinon, en Île-de-France, où on ne cesse de travailler pour réduire les conséquences et améliorer la ponctualité de nos voyageurs, si on ne fait rien pour faire face à ces changements climatiques, on sait qu'on aura des phénomènes des crises assez lourdes à gérer pour nos voyageurs, comme on l'a déjà vu dans les années passées. Or, on sait qu'elles s'intensifieront et que la fréquence augmentera. Donc, c'est un enjeu pour nous important et il est important d'y consacrer de l'argent et du temps. Voilà, la présentation étant terminée de notre côté, je vous propose peut-être de rendre la main à l'équipe qui encadre la téléconférence pour peut-être répondre aux questions. Sur la collaboration. Alors, merci pour votre présentation, donc, qui a généré beaucoup de questions de la part du public. Alors, une question qui est revenue à plusieurs reprises. Alors, concernant la collaboration avec les acteurs du territoire, notamment les conseils régionaux ou d'autres collectivités, quelle a été la collaboration avec ces acteurs? Comment est-ce que vous avez fait pour travailler avec eux et développer donc votre stratégie d'adaptation au changement climatique? Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. L'approche qu'on a eue côté, on va dire pour ce qui est des trains, c'est une approche qui est aujourd'hui plutôt technique, qui en premier lieu a concerné les matériels anciens. Donc ça, c'est des études que l'on mène en interne SNCF avec notre ingénierie de maintenance. Et pour les anciens matériels, donc qui sont déjà en conception, c'est on va dire principalement le RER-NG qui arrivera en 2021 sur les lignes D et EOL. On a fait de la rétro-ingénierie, ou en tout cas on s'est assuré que les normes prises en compte permettaient de faire face au changement climatique. Pour les nouveaux matériels qui étaient donc le matériel MING qui va remplacer les trains de la ligne B du RER aux environs 2023-24, et pour les Z2LNG, je ne sais pas si vous nous entendez toujours, je vois une erreur est survenue, mais vous nous entendez toujours? Oui, on vous entend. Oui, d'accord. Donc pour ces trains-là, on a travaillé avec l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité pour, dans les expressions fonctionnelles de besoin ou les cahiers des charges, on choisisse ensemble les critères qui devaient être pris en compte, notamment pour les températures maximales de fonctionnement pour le dimensionnement des climatisations et pour un certain nombre d'autres organes, sachant que dès qu'on contraint plus une expression ou un cahier des charges, forcément le risque c'est de renchérir le coût d'acquisition ou les délais de livraison des matériels, ce qui est toujours difficile dans un contexte comme l'Île-de-France. De ce point de vue-là, pour les matériels, on a travaillé avec eux sur les cahiers des charges. Après se pose vis-à-vis des pouvoirs publics ou des collectivités qui nous entourent, c'est comment demain aussi, dans les périodes de forte chaleur, on pourra favoriser non pas la circulation dans les trains climatisés, mais ne pas circuler du tout. Comment on sera aussi bien pour nos salariés que pour nos voyageurs favoriser le télétravail, puisque l'on dit que dans les périodes de forte chaleur, on essaye de limiter au maximum les déplacements de personnel. C'est comment, pour nos salariés, encore une fois, qui travaillent à l'extérieur, dans certains cas, dans des températures très très élevées, comment on peut limiter ces opérations dans ces périodes-là, comment on peut limiter les déplacements de nos salariés, mais aussi des voyageurs, et comment les collectivités peuvent travailler avec nous pour les accueillir là où ils pourraient rester, et par ailleurs aussi avec les entreprises du tissu industriel ou du tissu tertiaire pour éviter de favoriser ou d'engager ces déplacements dans ces périodes-là.
Merci pour votre réponse. Alors, je tenais à vous préciser, la partie du cas du RER NG est disponible si vous voulez la présenter en quelques minutes et reprendre d'autres questions. Ou est-ce que vous voulez repartir sur les questions suivantes? S'il y a beaucoup de questions, peut-être je propose peut-être de repartir sur les questions, et puis la partie RERNG, si jamais il y a peu de questions, je pourrais réintervenir pendant 2 à 5 minutes dessus. D'accord. Alors, on va continuer sur les questions. Il y avait des questions sur les modèles et les scénarios climatiques qui sont utilisés pour évaluer la vulnérabilité des ouvrages et les réponses les plus appropriées. Je continue d'ailleurs sur une question un peu subsidiaire. Quid des coûts d'adaptation préventifs au regard des coûts des dégâts, notamment sur l'exemple de la dilatation des rails en période de canicule. Et enfin, un dernier petit élément, une personne se demandait si les eaux pluviales étaient uniquement évacuées ou canalisées, voire stockées, pour être réutilisées sur les sites à proximité dans les villes. Alors, au niveau des ouvrages, au niveau côté SNCF Réseau, d'un point de vue technique, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions, étant plutôt côté moi environnement. Donc voilà, je devais être accompagnée par quelqu'un beaucoup plus technique et qui n'a pas pu être là. J'en suis vraiment désolée. Côté évacuation de nos eaux pluviales, nos ouvrages, nos plateformes sont dimensionnés effectivement pour faire face aux différentes crues, notamment Centenam, comme je vous le disais. Et l'évacuation se fait effectivement. On a des caniveaux le long des voies et on a des ouvrages, des buses, etc. Mais d'un point de vue technique, je suis désolée, je ne pourrais pas vous en dire plus de mon côté, à moins que tu connaisses mieux que moi, mais je ne pourrais pas. Merci beaucoup. S'il y a des questions précises, peut-être vous répondre par ailleurs en vous envoyant un mail. Oui, éventuellement, oui, bien sûr. Oui, super. On vous donnera une liste de questions qu'on a pris en compte. Celles qui sont beaucoup plus techniques, effectivement, sur les ouvrages, sur la voie en tant que telle, effectivement, on peut y répondre sans problème. Je vais poser encore 2 autres questions, puisqu'elles sont peut-être éventuellement ou potentiellement reliées. L'une était sur l'intérêt qu'accorde la SNCF au développement et du numérique de résilience. Et peut-être que ça a aussi à voir avec l'expérience de l'usager, puisqu'une autre question était dans quelle mesure la SNCF participe au plan climat des villes, et notamment sur l'aspect de l'adaptation dans le territoire. Est-ce que les études numériques peuvent peut-être faire le lien entre... Est-ce que la question sur le numérique, est-ce qu'elle peut être précisée? C'est dans les données qu'on analyse ou c'est on va demander à la personne. Alors, la question était quel intérêt accorde la SNCF au développement du numérique au profit de la résilience, notamment pour une meilleure prévention des éventuels dégâts? Il y a de la télésurveillance, de la télémesure, il y a des capteurs, mais je ne sais pas. Non, je vais vous faire une réponse qui traite le cas de la résilience au changement climatique, mais pas seulement. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'ensemble des trains qui sont reçus sur les réseaux Île-de-France, mais aussi dans les régions ou côté grande vitesse, sont bourrés d'organes qui enregistrent de la donnée, qui enregistrent des tensions ou des intensités d'alimentation, de tensions dans des organes mécaniques, des tas de paramètres de fonctionnement sur les portes, sur la climatisation, sur les systèmes de freinage. Toutes ces données aujourd'hui, pour nous, on le met dans un environnement de big data où on analyse ces données, on regarde les paramètres de fonctionnement, on identifie les événements qui pourraient se produire quand plusieurs paramètres de fonctionnement sont corrélés et dépassent les plages de fonctionnement. Et on envoie des alertes aux exploitants, aux agents de maintenance pour intervenir et faire de la maintenance. Donc aujourd'hui, quand on surveille la climatisation, quand on surveille les portes,
et demain avec les changements climatiques, l'ensemble des redondances que l'on va perdre sur le matériel, l'ensemble des paramètres de fonctionnement qui vont commencer à dériver, seront retranscrits et analysés par de l'ingénierie, data scientists et analystes qui sont à Tours et qui seront retranscrits en alarme dans les technicentres de maintenance pour qu'ils interviennent. Donc, quand Virginie parlait d'analyse de données ou de télésurveillance, c'est exactement ce qu'on fait sur le matériel. Ça servira pour faire face au changement climatique sur les fonctions les plus impactées. Encore une fois, climatisation, chauffage, porte, système de freinage, équipement de sécurité. Et cette télésurveillance permettra de les anticiper et de définir de meilleures équations et de meilleures règles de maintenance pour y faire face et d'intervenir avant la défaillance. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est une, je dirais, des fonctionnalités à l'opportunité qu'on va utiliser aussi pour faire face au changement climatique, même si ce n'est pas la donnée d'entrée que l'on avait. Très bien, merci pour ces éléments de réponse. Alors, prochaine question peut-être. Alors, on avait une question par rapport à la participation au plan climat. Est-ce que, par exemple, la SNCF participe au plan climat de la ville de Paris? Puisque, en fait, cela aussi a un lien avec aussi beaucoup d'autres questions sur la consommation énergétique du train et en fait l'intérêt que peut avoir le train par rapport à d'autres modes de transport. Donc, est-ce que cela peut s'intégrer aussi dans une stratégie un peu plus globale d'atténuation et d'adaptation d'une collectivité, d'une région, d'une métropole, ou voire aussi dans les territoires ruraux? Oui, enfin. Oui, la réponse, enfin, toutes les démarches ou tous les sujets liés à l'environnement, que ce soit consommation énergétique, émissions de particules, émissions de poussière, diminution de la température ou des consommations d'énergie, c'est des choses sur lesquelles on travaille en lien avec les collectivités et les engagements que l'on prend sont en lien avec les engagements des collectivités. Donc, on est en lien avec eux, on s'inscrit dans leur stratégie et la stratégie de la SNCF que vous pouvez voir affichée aussi intègre l'ensemble des enjeux des partenaires sur tous ces aspects-là, dont Merci pour votre réponse. Alors, est-ce que d'autres questions de la part du public est-ce que vous souhaitez poser d'autres questions? Sinon, peut-être, Monsieur Wilcock, vous souhaitez détailler le cas du RER NG. Il nous reste quelques minutes, peut-être rapidement nous expliquer. Attendez, on a une nouvelle question. Une personne demande si, en particulier pour les projets en cours à Gare du Nord et Ordener, entre parenthèses Grand Train, l'adaptation au changement climatique a-t-elle été considérée dans le cahier des charges? Oui, est-ce que vous pourriez mettre la présentation parce que je ne l'ai pas sous les yeux, hein. Allô? Oui. Alors, je vais l'afficher. Sur les marges. Ah oui, si quelqu'un demande également si les marges étaient consommées complètement. Oui. Demander une précision. Alors, voici la présentation du RER NG. Voilà. Donc dans les hypothèses du rapport Oui, on vous entend. on dit que le dérèglement climatique se traduira par une augmentation du nombre de jours très chauds. C'est les deux graphes. Donc, pour les jours très chauds sont considérés au-delà de 25 degrés. Les jours très froids, en dessous de 0 degré, étant dans une évolution plutôt limitée. Donc, on va passer de 21 jours très chauds, donc supérieurs à 25 aujourd'hui, à plus de 66 dans les années qui viennent. Donc, c'est x3 globalement dans les hypothèses qui sont prises ou données dans le rapport carbone 4. Dans ce que l'on retrouve aussi dans le même rapport, c'est que les valeurs moyennes maximales vont augmenter de l'ordre de 3 degrés, atteignant 26 degrés en été. Donc les températures moyennes sur
sur une journée vont augmenter l'été, passant de 23 allemand à 26 degrés. Donc, ces deux éléments sur lesquels je vais prendre cet exemple-là, on a travaillé sur le RERNG en regardant dans les éléments de conception, sachant que le cahier des charges du RERNG date de 2011 et que le marché était passé en janvier 2017, c'est qu'est-ce que prévoyaient les normes qui ont été mises dans le cahier des charges et qu'est-ce qui a ensuite été intégré dans la définition du train qui est aujourd'hui en cours de conception. Donc, selon on s'est rendu compte, c'est que quand on a spécifié le matériel, on a spécifié des charges ou des plages de fonctionnement entre moins 25 degrés et 45 degrés. Donc, quand à Paris, nous avons vécu cette année une température max au-delà de 40 degrés, on reste toujours aujourd'hui dans les plages de fonctionnement du RERNG spécifiées dans le cahier des charges et leur scénario qu'on appelle RCP 8.5 qui prévoit une augmentation des températures moyennes de 4 degrés permet, ou en tout cas les plages de fonctionnement spécifiées sont toujours au-delà des scénarios qui ont été envisagés en termes de changement climatique. Donc c'est là où je vous précise, enfin, ce que je vous disais, c'est que on est toujours dans les plages de fonctionnement. Maintenant, simplement, on se rapproche plus des valeurs limites qu'auparavant, toutes les températures de fonctionnement étant décalées vers le haut. Donc, c'est en cela où il y a une partie des marges qui sont rognées, mais ne mettant pas en cause le fonctionnement du train. Quand on a dimensionné la climatisation du RERNG, on a aussi spécifié des températures qui sont au-delà de ce qui est envisagé dans le scénario de l'étude carbone 4 et d'augmentation climatique. Alors ça c'est un REX, le slide que je viens de me passer, c'est un REX sur la NAT, cette fois c'est autre chose. Donc en tout cas sur le RERNG, c'est... Alors, merci pour cette présentation sur le RERNG. On avait une dernière question avant cette présentation-là. Donc, un participant nous demandait si sur le projet en cours à Gare du Nord et Ordener, le projet donc de grand train, l'adaptation au changement climatique a-t-elle été considérée dans le cahier des charges? Alors, est-ce qu'il est possible de préciser ce qu'est le projet Gare du Nord et Ordener? Peut-être une question. Non, j'ai pas d'autres. Est-ce que c'est un train fret? Alors, on a demandé des précisions à la personne qui posait cette question. Donc, on va voir si on a une réponse dans les minutes qui viennent. Et sinon, je précise sur toutes les questions qui ont trait à l'atténuation, le bilan 2018 de Climate Change sur l'action climat des acteurs non étatiques avait dressé un bilan l'an dernier du secteur ferroviaire, notamment des émissions, avec une comparaison entre les modes de transport. Donc, je vous invite grandement à aller consulter ces analyses sur le site internet et leur actualisation cette année qui sortira également la semaine prochaine en même temps que ce cahier adaptation. Alors là, on nous parle d'un projet assez spécifique. Donc, je ne le connais pas, mais peut-être que ce sera l'occasion de revenir sur ce projet ultérieurement pour poser vos questions. Alors, est-ce qu'on prend une dernière question rapidement avant de terminer cette webconférence? Il y avait une question sur le fret. Oui, effectivement, on avait une question au niveau du fret. Est-ce que vous pensez développer le fret? Quel est dans le développement du fret, est-ce qu'il y a une part consacrée à l'adaptation au changement climatique, ou est-ce que le fret, en tout cas, fait l'objet de stratégies d'adaptation? Je vais pas pouvoir répondre à cette question. Je pourrais vous dire, j'imagine que oui, mais je pourrais pas vous y répondre.
sachant que l'activité fret a son propre business et son propre développement. Donc, en fait, juste en témoignage, en fait, c'est l'activité Transilien qui est une des branches de la SNCF qui s'exprime. C'est en mon nom, c'est la branche Transilien qui s'exprime. Vous avez une branche qui c'est TER, une branche voyage et une branche fret. Chaque activité a sa propre stratégie, ses propres enjeux et répond aux enjeux selon ses spécificités. Donc, je ne sais pas de quelle manière fret répond à ces exigences ou à cet enjeu. Mais le développement du fret, effectivement, le développement du fret en soi contribuera à réduire les camions sur les routes. Donc, effectivement, en ça, participe. Merci, c'était une réponse aussi à tous les participants de comprendre un peu mieux l'activité de la SNCF sur le territoire, en Île-de-France et selon les types d'activités. Voilà. Et je vais laisser ma collègue Virginie conclure cette session. Merci pour vos présentations. Donc, ça a beaucoup intéressé le public qui a généré voilà, beaucoup de questions. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. J'ai laissé mon adresse mail dans le chat si vous souhaitez les envoyer par mail. Et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, le sommet virtuel continue pour 10 jours et se clôturera le 28 novembre par un salon virtuel sur lequel vous pourrez retrouver les autres intervenants. Merci, au revoir. Merci de votre participation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Accepté.